Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Alors aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a validé l'essentiel du système qui obligera les plateformes de streaming, comme Netflix par exemple, à contribuer au financement de la création locale. Mais derrière cette décision juridique, une question très concrète, qui gagne quoi dans l'économie du streaming? Et est-ce que ça change vraiment la donne pour les créateurs, producteurs, artistes belges? On en parle avec André Beutars, représentant de Prosper. Alors André, première chose, est-ce que vous êtes satisfait de cette décision? Est-ce qu'elle va vraiment permettre un véritable changement? C'est incontestablement une petite victoire. Je ne peux pas dire une grande victoire, mais c'est une petite victoire dans la mesure où la Cour reconnaît les fondements qu'on a essayé de mettre en place avec les producteurs et avec le monde politique concernant l'investissement effectivement dans des œuvres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, tout le système, en gros, est repris dans l'arrêt de la Cour et il est validé. Jusque y compris ce qui faisait les cris d'orfraie de Netflix, par exemple, les taux d'imposition. Netflix n'arrivera probablement jamais au fameux taux d'imposition de 9%. On considère aujourd'hui qu'en 2027, si tout continue en progression absolue, ils seront plutôt vers 6,5%. Donc, en fait, pour nous, c'est une victoire importante. Là où ce n'est pas une grande victoire, c'est que effectivement, il y a des questions préjudicielles qui sont posées à la Cour européenne et que tout ça s'inscrit dans une problématique, c'est que en attendant, puisqu'il n'y a pas de jugement complet, Netflix, par exemple, ne va pas, ou d'autres plateformes pourraient aussi les suivre, ne va pas investir dans la production en Belgique. C'est reporté. Alors, à un moment donné, si par exemple le jugement devient complet, il y a des années antérieures, donc ils devront bien investir à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Et ça, on en reparlera. Petite précision par rapport à ces 9%, est-ce que ça veut dire que là, c'est le taux le plus important pour lequel ils vont devoir contribuer? Ça veut aussi sous-entendre que plus on est puissant, plus on a de parts de marché localement, plus on doit investir. C'est ce taux qui a été retenu comme le taux le plus haut. Ça fait partie de discussions et de négociations à l'époque. Nous, professionnels, on était à 15%. Et puis, en discutant, et je pense qu'à l'époque, pas nous, mais le politique a probablement eu des accords, ou en tout cas des contacts avec Netflix, on se disait que c'était possible. Alors effectivement, les plus riches vont le contribuer le plus. Mais les plus riches sont aussi ceux qui ont le plus grand temps d'antenne, qui ont le plus grand nombre de films, et donc ont intérêt à avoir aussi des films de la diversité et des films des territoires sur lesquels ils sont présents. Et vous me disiez que c'est compliqué aujourd'hui de savoir réellement ce que ces plateformes gagnent chez nous. Netflix, c'est Netflix Benelux. Puisqu'on parle de Netflix, mais on peut parler des autres aussi, c'est la même chose. Aucune plateforme n'a son siège en Belgique. Donc, aucune de ces plateformes, qui génèrent quand même beaucoup d'abonnés, ne paie des impôts en Belgique. Donc le minimum serait tout de même qu'il y ait un investissement dans la culture du pays sur lequel ils sont présents. Donc ça, c'est vraiment important. Sur le secret des affaires, toutes ces plateformes ne révèlent pas quels sont leurs chiffres d'affaires, puisque de toute façon, ils ne sont pas tenus à le faire, puisqu'ils ne sont pas présents sur le territoire de manière fiscale. Et donc, à ce moment-là, on part sur des estimations de savoir quel est le nombre d'abonnés, quelle est la langue de l'abonné, s'il parle néerlandais ou s'il parle français. Donc c'est très compliqué. Surtout dans un monde hyper globalisé, comment peut-on encore finalement laisser valoir cet argument de secret des affaires? Est-ce que là, il n'y a pas un changement à instaurer? Comment pouvoir taxer ou alors récupérer une partie des recettes sur un montant qu'on apprécie à peine finalement?
Très bonne question. Très bonne question. Moi, je ne suis pas du tout dans le monde des affaires, mais c'est vrai qu'on pourrait voir ça. Et vous le disiez, ils n'investissent dans presque aucune production francophone. Là aussi, ça pose véritablement de grandes questions sur la pérennité du système de l'industrie quand on sait qu'il capte une énorme part de marché au niveau local. Ah, alors, je dois juste faire une toute petite précision. Ce n'est pas presque. Il n'y a aucune, à l'heure où on se parle là aujourd'hui, il n'y a aucun projet, aucune production qui est en cours avec Netflix. Aucune, zéro. Jusqu'à présent, il y a eu des dépôts de projets et la réponse de Netflix, c'est non, ce n'est pas dans notre ligne éditoriale. Non, ça ne nous intéresse pas. Ou il n'y a pas assez de vedettes, etc. Donc, on a très très peu de contacts avec Netflix. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais en gros, on ne sait pas du tout ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent. Et quand bien même, eux-mêmes, je crois, ne savent pas trop ce qu'ils veulent et ils cherchent. Donc aujourd'hui, on parle, puisqu'on est du côté francophone, on parle de l'espace francophone avec Netflix. Ça veut dire la France, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique. Et il faut un sujet qui à la fois soit proche de la diversité de chacun, et qui intéresse tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas simple. Mais en même temps, à l'heure actuelle, il n'y a pas la moindre production qui est en cours. Et donc, penser simplement que cette décision va permettre plus de production, plus de tournage, pour vous, c'est un leurre? Oui et non. C'est un leurre pour le moment, en tout cas avec Netflix. Il n'y a pas que Netflix sur notre marché, il y a Amazon, Disney, Apple TV et autres. Quand on a travaillé sur le décret SMA, notre objectif, c'était de sortir d'une quadrature de cercle. Aujourd'hui, pour produire un film en Belgique, ou un documentaire en Belgique, il faut avoir, si on veut pouvoir monter la production, il faut avoir la commission du film. La commission du film, c'est 10 millions d'euros par an. C'est pas beaucoup. Mais c'est la base essentielle pour le moindre projet, d'avoir la suite des financements, qu'ils soient du côté francophone, c'est toujours des coproductions avec d'autres pays, en majorité la France, et aussi le tax shelter, et aussi les fonds régionaux. Donc ce qu'on a pensé en mettant au point le décret SMA, c'est d'avoir de nouveaux guichets, de nouvelles possibilités, surtout sur quelque chose qui est vraiment le talon d'Achille de notre production en Belgique, c'est le développement. Le développement, c'est l'écriture du scénario et c'est la mise en place de la production. Il n'y a pas de financement pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les scénaristes et les réalisateurs qui travaillent sur ces projets travaillent gratuitement, voire avec des problèmes même par rapport à leur statut d'artiste ou à leur... voilà. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est ce qu'on appelle du travail invisibilisé. Donc l'idée, et on avait fait des fléchages par rapport au décret SMA, c'était d'aider à ce qui est la base, même je dirais d'une grande entreprise, c'est la recherche et le développement. Sans ça, il n'y a pas de nouveaux projets. Donc ça, c'était vraiment la base. Là où on a travaillé aussi, c'est que en fait, il n'y a pas une obligation dans le décret SMA d'investir sur une seule ligne. C'est un menu. Et dans le menu, il y a pas mal de possibilités. Ça va du doublage au sous-titrage, en passant par le mixage, en passant et aussi par l'écriture et le développement, comme je viens de dire. Voilà, c'est des choses qui, pour nous, étaient importantes de telle manière à faire grandir le microcosme, de faire passer en fait ce qu'on est toujours aujourd'hui vraiment dans l'artisanat vers des petites et moyennes entreprises, plus à l'image de ce qui se passe du côté néerlandophone. Et justement, quels sont pour vous les moyens de renforcer, on en a parlé recherche et développement, mais pas que, de renforcer l'attractivité justement sur nos marchés, notamment le marché francophone? En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes très attractifs, mais c'est les projets belges qui ne sont pas attractifs. En fait, le tax shelter a ouvert une porte
Ça a donné d'ailleurs lieu du côté français au fameux crédit d'impôt pour contrebalancer l'attractivité de notre territoire. Il y a des films américains, etc., ou français, qui se tournent pas mal chez nous. Ces projets sont financés. Donc, quand ces projets viennent, ils trouvent assez facilement aussi un cofinancement avec Wallimage ou avec Screen Brussels. Alors, ça donne du travail, clairement, beaucoup à nos techniciens, mais ça crée d'autres problèmes par ailleurs, et aussi un petit peu aux comédiens. Mais donc, il y a une attractivité. Et le problème, c'est comment rendre attractifs des projets d'un petit pays. Alors, on est dans une configuration compliquée. La commission du film, avec son budget restreint, se tourne assez naturellement vers les films d'art et d'essai. Vers des films... Alors, je sais qu'il y a une caricature, on parle toujours de films sociaux, etc. C'est pas que ça, loin de là. Il y a une vraie diversité. Mais ça reste des films d'art et d'essai parce que les budgets ne sont pas énormes. Donc, on n'est pas dans des films grand public, ce qu'on appelle les films grand public, parce qu'il n'y a pas la masse financière pour les produire. Et donc, on espérait tout de même qu'avec le décret SMA et l'investissement de plateformes, on puisse à un moment donné accéder à quelques films beaucoup plus porteurs qui ramèneraient le public vers les films belges, parce qu'on souffre clairement de notoriété, clairement, à tort ou à raison. Mais les chiffres ne sont pas très bons, même si on voit que des films, et ça c'est nouveau, ces films d'art et d'essai, à travers le réseau de cinéma d'art et d'essai, progressent. Pourquoi? Parce que ces films, on ne les voit pas sur les plateformes. Alors que parallèlement, les grands complexes, Kinépolis, UGC et autres, perdent drastiquement. On a parlé de 30% à l'issue du bilan de la commission du film. Pourquoi? Parce qu'eux sont sur les blockbusters. Et alors les blockbusters, à un moment donné, vous allez les voir sur les plateformes. Alors, vous disiez que Netflix s'intéresse surtout à ce qui rapporte, à ce qui fait rêver à des grands réalisateurs, des grands artistes. Pour un petit peu exprimer la taille du marché en Belgique, combien d'artistes pour combien de personnes extrêmement connues? Quelle proportion finalement? Alors, qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et pour qui? Et pourquoi? On sait très bien, les comédiens bankable, comme on dit, se comptent en gros sur mes deux mains. C'est une dizaine. Et la plupart vivent à Paris. Et la plupart travaillent pour Paris. C'est les pauvres, voilà. Donc, c'est très compliqué parce que on voit bien à travers même des séries qu'a produites Netflix que parfois ça a des inconnus complets et que ces séries cartonnent. Prenons Adolescence, la série a cartonné. Pourquoi? Parce que le sujet est fort et que les comédiens sont bons. Nos séries belges, dont l'une ou l'autre ont été diffusées sur Netflix comme ennemi public, ont révélé quand même des talents, non seulement d'écriture, mais aussi de comédiens et de réalisateurs, avec des sujets forts, des contenus forts, et qui sont très très bons. Un peu à l'image des séries nordiques, on se retrouve avec une vraie qualité. On est plus là-dedans, on est beaucoup moins dans les toutes grandes séries grand public françaises. On a fait des choses assez belges finalement, belgo-belges, et donc il y a du potentiel. Est-ce le potentiel dont rêve Netflix? Probablement pas, puisque ils sont pas basés en Belgique, ils sont basés aux Pays-Bas, et que la vue de leur monde n'est pas du tout celle de la réalité des professionnels belges. Vous avez parlé aussi de l'exemple de l'Espagne, qui a tout fait pour attirer, pour convaincre Netflix de s'installer sur son sol, qui a créé un studio Netflix. Le rêve n'a pas duré très longtemps. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce cas espagnol? Alors il y a eu, première chose, il y a eu une négociation au moment de l'installation de Netflix et de l'arrivée du décret SMA entre Netflix et le gouvernement. C'était le cas en France également. C'est quand même deux pays aussi qui produisent. En Espagne, on ne produit pas pour l'Espagne ou pour nécessairement le marché européen, on produit pour le marché sud-américain.
Et donc, on est à un moment donné, les conventions qui étaient signées avec le gouvernement sont arrivées à échéance. Les studios sont là. C'est les studios, il y en a beaucoup. Et il y a aussi des fonds régionaux. On peut prendre la Catalogne, par exemple, c'est assez puissant. Netflix a, de manière très intelligente, profité de tout ce microcosme et ce macrocosme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que petit à petit, il n'y avait plus d'obligation par rapport aux Espagnols. Et donc, on est devenu une espèce de Ryanair où, pour prendre l'exemple, ben voilà, chez Ryanair, vous devez payer votre uniforme. Et ben, chez Netflix, vous devez payer votre voyage. Il n'y a plus de table régie pour manger sur le plateau. Si vous faites partie des techniciens. Et les techniciens, maintenant, ils viennent de l'Europe, voire du monde entier. Ce ne sont plus nécessairement des Espagnols. Au détriment des Espagnols qui ne veulent pas travailler dans ces conditions-là et qui ne veulent pas non plus avoir des salaires de misère. Par contre, il y a sur ces mêmes productions un autre niveau, c'est celui des stars qui viennent d'un peu partout, qui viennent notamment d'Amérique du Sud, et voilà, et eux sont dans un tout autre univers. Donc c'est très compliqué pour les Espagnols de voir ce changement qui n'est plus du tout dans la ligne des bonnes séries quand on a eu à un moment donné, voire même des gros succès que des séries espagnoles Netflix. C'est ça, et donc si on n'est pas le numéro 1, on n'est que des petits numéros interchangeables, on l'a bien compris. Vous disiez aussi que cette décision, c'est une petite victoire néanmoins, mais qu'elle prendra du temps à être appliquée, ce ne sera pas d'ici l'an prochain. Comment est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution pour les années à venir ? Alors, on en a vraiment besoin, et je dirais le plus rapidement possible, parce que là, on se trouve vraiment sur un potentiel économique réel. Or, le potentiel économique belge n'est pas bon. Enfin, on voit très très bien, on est dans une période de restriction, on est dans une période où tout à coup on se rend compte que effectivement on vit largement au-dessus de nos moyens. Les chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont très clairs, et donc on ne parle pas que du cinéma. La Fédération Wallonie-Bruxelles dépense chaque année 14 milliards et demi. Comme vous le savez, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas de régime fiscal. Donc, c'est les entités, c'est organisé par la Constitution. Ce que reçoit la Fédération est 13 milliards. Il y a donc 1,5 milliard chaque année de déficit. Alors, certes, la ministre essaie de colmater les choses et tout, et le gouvernement aussi est dans cette idée-là. Mais à un certain moment aussi, on touche à la structure même. Or, l'audiovisuel, en tout cas, est un marché qui peut progresser, comme je le disais tout à l'heure, sortir de vraiment des toutes petites structures pour arriver à des structures moyennes. Il y a donc, quand on fait un film, on dépense beaucoup d'argent. Le rapport de ce que met par exemple Screen Brussels par rapport à une production, ce rapport est de 800%. Énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a du logement, parce qu'il y a des techniciens, et tous ces gens-là vont in fine payer aussi des impôts. Bien sûr. Donc, il faudrait se rendre compte à un moment donné que ce n'est pas les fonds publics donnés à perte à des films que personne ne va voir. Ce sont des fonds publics qui rapportent de l'argent ailleurs. Un grand retour sur investissement dans très grand l'économie. Voilà, exactement. C'est pas le cas de tous les secteurs culturels. Effectivement, on est dans un secteur culturel qui dépend autant de la culture que des finances. On est dans un mix. C'est André Malraux qui, il y a longtemps, a dit le cinéma, c'est aussi une industrie. Bon, c'est pas une industrie chez nous, mais en tout cas, c'est une petite entreprise. Et il s'agirait de conforter cela, parce que ça génère des moyens. Alors, si on est dans un autre cas de figure et qu'on veut couper partout, eh bien, en gros, on sape les bases de la maison, quoi. Au niveau politique, quelle a été la réponse par rapport à cette décision rendue de la Cour constitutionnelle, et est-ce que vous vous sentez, en tant que représentant du secteur, soutenu par la ministre, notamment de Gries, ministre de la Culture, ou ministre des Médias? Quelle réaction a-t-il eu? Alors, oui,
dans la mesure où, en fait, l'action Netflix était d'abord contre le décret, c'est-à-dire contre la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut savoir qu'il y a la même chose du côté néerlandophone, mais là, ce n'est pas Netflix, c'est TikTok et Meta qui ont attaqué. Bon, voilà. Donc, c'est en cours aussi à la Cour constitutionnelle qui doit également rendre son verdict. Donc, la ministre de Grise, en tant que telle, ne peut que se réjouir puisque ça conforte tout ce qui a été mis en place. Du côté des médias, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, la ministre des médias dit « Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi on s'attaque à la plateforme préférée des Belges. » Alors, moi, je veux bien, mais la plateforme préférée des Belges, c'est peut-être vrai, au détriment d'ailleurs de nos plateformes ou de nos télédiffuseurs historiques, elle n'est pas belge du tout. Elle n'est pas belge du tout, elle ne paie pas un centime encore d'impôt en Belgique, et donc le minimum serait quand même d'investir vraiment. Alors si c'était le cas, s'il y avait des projets qui étaient mis en place, on en reparlerait différemment. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé la ligne du tout. Et pour le moment, on est toujours dans un attentisme. On reporte d'année en année les investissements à faire. Alors, une petite question pour peut-être avoir une vision un peu plus optimiste pour la suite. Selon vous, qu'est-ce que l'on pourrait faire justement pour mieux soutenir ces structures, ces artistes, ces personnes qui œuvrent pour leur passion et souvent sans pouvoir en vivre correctement? Est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer la situation et peut-être grandir, grossir et avoir plus de financement? Malheureusement, depuis très longtemps, le politique n'a pas pris la vraie mesure de la désespérance des artistes au sens large. L'audiovisuel n'est pas le plus mal loti dans tout cela. Même si j'ai parlé tout à l'heure de travail invisible, de très dur, c'est très dur d'être réalisateur en Belgique. C'est clair et net, parce que vous mettez des années, 4, 5, 6 ans pour arriver à monter votre film, peut-être pas. Et les 4, 5, 6 ans sont partis et en attendant, il aura fallu travailler ailleurs. Et c'est là où on sent qu'il n'y a pas de vraie prise de conscience et pas de véritable accompagnement. Le politique, notamment sur le droit d'auteur, a à nouveau changé, alors qu'on était arrivé à un accord, a à nouveau changé les choses et a remis des opérateurs qui ne sont pas des artistes sur le droit d'auteur. Et donc, ça pompe énormément de moyens, et ces moyens sont pris sur justement les petites ressources possibles pour les artistes. Idem, les plafonds qui ont été mis en place sont des plafonds qui pénalisent clairement les artistes, notamment pour leur statut d'artiste ou pour leur reconnaissance. Donc il n'y a rien dans tout le parcours qui aide les artistes à trouver une vraie place et que cette place soit économiquement intéressante. C'est ça qui est incompréhensible pour nous. C'est que économiquement, ce sont des contribuables comme les autres, et si on les aidait mieux ou si on prenait mieux en charge les contingences des métiers, on pourrait arriver à quelque chose de beaucoup plus sain pour tout le monde. Et parce que l'image de dire « Ah, tous ces artistes sont au chômage », parce que le système le veut. Mais en fait, réalistement, ils sont dans l'intermittence. Et l'intermittence, ça n'a rien à voir avec le chômage. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a des ruptures dans les contrats. Ça veut pas dire pour ça que vous ne faites rien. Au contraire, je viens de le dire, vous écrivez votre prochain film ou votre prochain spectacle. Donc, si au moins on parvenait dans notre société à prendre ça en charge et de se rendre compte qu'il y a 3 axes pour qu'une société fonctionne. C'est la culture, c'est bien sûr l'éducation et la santé. S'il n'y a pas ça, comment voulez-vous même aller travailler dans une usine? Je veux dire, c'est la base même des choses. Or, ce n'est pas suffisamment pris en compte, et voire même parfois pas du tout. Et donc, économiquement, c'est très difficile. Le risque est peut-être aussi des départs, des artistes, des producteurs, des réalisateurs qui quittent le territoire belge pour finalement un meilleur horizon. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on peut craindre, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne? Ce n'est pas craint, c'est le cas. C'est-à-dire que des talents qui sont nés chez nous, notamment avec l'éclosion des séries, ils partent en France.
Ils partent en France, puisqu'ici, on n'y arrive pas. Et alors, il y a quand même un phénomène connu. On se rend compte que beaucoup de jeunes Français, parce que les universités et les écoles de cinéma en France sont très difficilement accessibles, viennent faire leurs études en Belgique. Et ils s'y plaisent tellement en Belgique, parce qu'il y a quand même un mode de vie et une culture de belge qui leur plaît, et finalement ils s'installent. Et donc, en fait, quand on regarde les films qui sont, par exemple, primés au René, beaucoup de films sont de jeunes réalisateurs ou réalisatrices françaises qui vivent en Belgique. Alors, vous le disiez, un manque de soutien, manque de perspective, de reconnaissance aussi pour leur métier. Aujourd'hui, le système est aussi finalement confronté à plusieurs crises, à des révolutions. Alors, il y a notamment l'intelligence artificielle et donc des artistes qui sont véritablement pris en étau. Comment est-ce que vous, dans ce contexte, vous imaginez, ce sera peut-être ma dernière question, la culture d'ici 10 ans? Ouh là là, comme dernière question. Non, alors première chose, avec Prosper, nous avons déjà établi une charte pour l'intelligence artificielle, qui a été acceptée par la commission du film, etc., et qui balise les choses. Alors, c'est une charte, c'est pas une obligation, et l'intelligence artificielle va plus vite que nous, ou presque. Donc, c'est problématique. C'est très tendu au niveau de tous les métiers. Alors, il y a des métiers plus impactés, comme les scénaristes ou les musiciens, mais les comédiens qui font du doublage ou les comédiens qui font des apparitions dans des documentaires, etc., des commentaires, ça devient très compliqué. Et ça va progresser, on le sait bien. Donc, que dire sur comment ce sera, c'est très compliqué. On a eu une grosse réunion où on se rend bien compte que, notamment en animation, ça devient très, 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 très tendu, très tendu. Alors, c'est la jungle pour le moment, clairement. Alors, de deux choses l'une, soit on continue et on laisse la jungle devenir la règle, c'est-à-dire la loi du plus fort, soit on essaie d'encadrer les choses et de voir comment c'est... Parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi des outils. Et donc, on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle travaille comme un nouvel outil. Et si on utilise bien l'outil, alors c'est porteur. Si cet outil est juste là pour supprimer l'humanité et la diversité des gens, alors là, c'est la catastrophe. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est dans une vraie réflexion là-dessus. On ne laisse pas passer les choses et on va aller plus loin que cette charte. C'est un premier pas. Alors, c'est vrai que cette charte existe pour le livre et pour l'audiovisuel. Elle n'existe pas du tout dans le spectacle vivant. Mais là aussi, les esprits commencent à se mettre en marche et à réfléchir. Eh bien, merci André Beutars. On peut ressentir votre investissement, en tout cas, pour faire mieux avec ce que l'on a et continuer à y croire. Merci à vous pour cet échange très pertinent sur ces matières. Je vous souhaite une excellente continuation. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.